Bonjour à tous. Dans notre précédente émission, nous vous avions expliqué le rôle important que jouent les fourmis pour notre biodiversité. Aujourd'hui, nous allons vous parler des dégâts que certaines d'entre elles peuvent causer. Il s'agit des fourmis envahissantes. Pourquoi ont-elles si mauvaise réputation? Comment sont-elles arrivées en Nouvelle-Calédonie? Sont-elles vraiment en train de nous envahir? C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite dans les coulisses de la science sur NCTV. Elle s'appelle Wasmannia oropunctata et elle peut nous piquer. Je veux parler bien sûr de la fourmi électrique. Figurez-vous que ce petit être vivant de 1 mm est la plus dévastatrice. Pourquoi est-elle si terrible? Réponse en images. Alors à la base, cette fourmi-là, elle vient de tout le bassin amazonien, donc Amérique du Sud. En Nouvelle-Calédonie, la fourmi électrique est présente potentiellement partout, du nord au sud, sur toutes les îles, Loyauté, beaucoup de petits îlots aussi. En fait, elle a été amenée par l'homme dans tous les endroits où l'homme a des activités. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle soit arrivée avec des petits plants de Pinus, le pin des Caraïbes, là. À l'époque, dans les années 50-60, les grandes pépinières étaient en Guadeloupe. Ces pépinières-là étaient déjà infestées par la fourmi électrique. Nous, on a ramené des plants de Pinus avec la fourmi électrique dans la terre. De là, ensuite, ça a été essaimé sur tout le territoire. On a trimballé la fourmi un petit peu partout au fil des plantations. D'ailleurs, il n'y a que l'homme qui peut la déplacer. Déjà, elle a sa toute petite taille, elle fait 1 mm, 1 mm et demi, elle se déplace tout doucement. Et là où on ne se trompe pas, c'est quand elle commence à nous piquer. C'est-à-dire que sa piqûre, elle est vraiment spéciale, dans le sens où on dirait qu'on a une petite goutte d'acide qui va nous grignoter là. Et donc c'est la plupart du temps, les gens, c'est avec la piqûre qu'ils la remarquent. Les fourmis sont des hyménoptères. Elles appartiennent à la même famille que les guêpes et les abeilles. À la base, tous ces insectes-là provenaient d'un insecte primitif qui ressemble à une guêpe, qui avait des ailes, qui possédait déjà un aiguillon, sûrement qui permettait de piquer ses proies ou de se défendre. Donc une partie des fourmis ont hérité de ce moyen d'attaque, là, comme les guêpes. Et la fourmi électrique, ben voilà, elle en profite pour se défendre et attaquer. La fourmi électrique est omnivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'une large gamme de nourriture. Quand elle est introduite à un endroit, au début, elle va chasser. Elles vont récupérer les petits insectes qu'elles peuvent trouver, elles vont les tuer avec leur venin. Elles vont récupérer aussi des petites graines. Elles vont après aller exploiter tous les nectars floraux et extrafloraux, c'est-à-dire tous les liquides sucrés que les plantes vont pouvoir produire. Et au bout d'un moment, la fourmi électrique, très rapidement, elle va mettre en place un système d'élevage de pucerons, de cochenilles et d'autres insectes producteurs de miella. Donc le miella, c'est un liquide très sucré, très riche en protéines et en acides aminés qui leur permet de se nourrir elles-mêmes et de nourrir aussi leurs larves. Et aussi de temps en temps, elles vont pouvoir manger directement un puceron ou une cochenille, donc ça leur fait des protéines directement. Et au bout d'un moment, donc ces fourmis-là, quand elles mettent des grosses populations d'insectes producteurs de miella, eh ben, elles sont autonomes en nourriture. C'est-à-dire que comme nous, l'homme, elles arrivent à avoir un système agricole qui leur permet de faire grossir leur population. Alors là, on peut justement observer toute une bande de fourmis qui viennent récupérer du miella de cochenilles. Donc là on voit il y a facilement plusieurs centaines de fourmis, elles sont toutes en train de lécher les cochenilles là. Donc les cochenilles, c'est des petits insectes qui pompent la sève de l'arbre et qui transforment une partie de cette sève en miella, donc un liquide sucré très nutritif que les fourmis elles adorent, quoi. Donc on voit que les cochenilles elles sont sur toute la nervure et puis toutes les fourmis elles viennent là. Donc il y a des moments de la journée bien précis où il y a le plus de sève, c'est le moment où les fourmis sont le plus actives, parce que c'est là où il y a le plus de miella. Voilà, on va chercher des nids par là. Ces fourmis-là, elles n'investissent pas beaucoup d'énergie dans leur nid, dans la construction de leur nid.
Elles exploitent toutes les petites cavités qu'elles peuvent trouver. Et si jamais il y a une perturbation, une inondation, ou par exemple voilà, un animal qui vient gratter la litière et tout, ben elles peuvent très vite aller se réinstaller quelque part sans perdre trop d'énergie et trop de temps. Ah, on a justement un nid là, entre les feuilles. On sait qu'il y a un nid parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fourmis autour. Donc elles doivent être planquées là-dedans. On va le transporter. Et on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Là, on va s'intéresser à ce qu'on peut trouver à l'intérieur du nid. Donc il y a déjà les reines qui sont les seuls éléments reproducteurs, hein, c'est les seuls à pondre des œufs. Et là, on voit justement qu'elles sont en train de pondre, qu'elles ont pondu des œufs et qu'on a des larves de futures reines. Parce qu'on a la période où les reines vont être remplacées dans toutes les colonies. Donc elles commencent à pondre des nouvelles reines. Donc c'est le soin de beaucoup d'attention de la part des ouvrières qui les nourrissent avec attention. Toutes les fourmis sont des insectes sociaux, c'est-à-dire qu'elles vont pratiquer une grande partie de leurs tâches en société, hein. C'est-à-dire que tout est bien organisé, chacun a sa place. Et les fourmis électriques, comme la plupart des fourmis très envahissantes, elles ont atteint un niveau de société encore plus important qu'on appelle l'unicolonialité, où là en fait tous les nids, toutes les colonies qu'on peut trouver sur une zone sont organisées entre eux en réseau. Au niveau de la génétique, en fait, elles sont toutes des clones. Donc toutes les reines sont des sœurs entre elles. Donc toutes les fourmis qu'elles vont pondre, toutes leurs filles, vont être aussi des sœurs entre elles. Comme ce sont des sœurs, elles se reconnaissent toutes et c'est pour ça qu'elles peuvent bâtir d'énormes colonies sur des très grands territoires. Comment toutes ces fourmis se reconnaissent entre elles, c'est leur odeur. En fait, elles sentent toutes la même odeur. On a fait des expériences où on a pris des fourmis de l'île des Pins, on les a mélangées avec celles de Koumak. Et ben elles fusionnent directement, alors que c'est des fourmis qui ne se sont jamais rencontrées. Elles se reconnaissent immédiatement entre elles comme appartenant à la même famille et du coup elles ne s'agressent plus entre elles. Alors dans les systèmes unicoloniaux, là, comme chez cette fourmi-là, donc il n'y a plus d'agressivité à l'intérieur de la même espèce, au sein de la même population. Par contre, ça va avec une très grande agressivité envers tout ce qui n'est pas tout ce qu'elles ne reconnaissent pas. Elles vont être très agressives, c'est-à-dire qu'à la moindre rencontre avec une fourmi d'une autre espèce, elles vont tout de suite essayer de la tuer. On dit qu'elles ont un impact très fort sur la biodiversité, alors surtout la biodiversité animale, surtout les animaux. Le premier compartiment qui va être atteint, c'est les petits insectes, parce que c'est eux qui vont être facilement chassés, consommés ou exclus des zones. Mais une fois qu'on va enlever tous ces insectes-là, les animaux supérieurs comme les reptiles et les oiseaux vont avoir beaucoup moins de nourriture disponible sur une zone parce qu'eux vont moins se nourrir de la fourmi électrique, étant donné qu'elle est toute petite et qu'en plus elle pique. Ce n'est pas une nourriture que les gros animaux aiment bien. Donc ces gros animaux-là, même s'ils ne sont pas impactés directement par la fourmi, comme ils sont moins nourris, on va les trouver, ils vont être moins présents dans les zones. Donc la fourmi électrique, quand elle va arriver dans un milieu, au bout de quelques années, on peut voir déjà les insectes qui eux vont disparaître en grand nombre, après les reptiles et ensuite les oiseaux, les animaux supérieurs. Donc on voit que c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Là, tu vois, on arrive dans un milieu plus ouvert. Donc ça va être intéressant de vérifier si la fourmi électrique est encore présente ou si, comme dans d'autres endroits on a pu vérifier, elle a été remplacée par une autre espèce envahissante qui est la fourmi folle jaune. Ok. Si on peut jeter un œil. Ouais, allez, on va aller voir. Je vais fouiller par là, moi. Ouais. Ok, va bien, c'est bon là. Il y a de la fourmi électrique. Ouais, moi aussi là de ce côté-là, c'est damé, il y en a partout. Ici en Nouvelle-Calédonie, moi je m'occupe essentiellement de faire des inventaires de faune, et en particulier des inventaires de fourmis. Je m'intéresse tout spécialement aux fourmis envahissantes. Voilà, donc je vais sur le terrain pour repérer où ces fourmis envahissantes se trouvent, afin donc d'aider à orienter les stratégies d'aménagement, en particulier avec les miniers. Ouais. Ah, tu vois, hein, même dans des milieux comme ça, très secs, là, elle est bien présente. Hein. Dans ces milieux-là, en fait, elles arrivent à subsister grâce encore une fois, à l'élevage des cochenilles et des pucerons. En fait, les plantes de maquis sont très propices à l'élevage de ces insectes, ce qui permet aux Wasmania, donc à la fourmi électrique, de bien s'implanter dans ces milieux aussi.
Alors en parallèle, nous sommes en train de développer un projet avec les autorités du parc de la Rivière Bleue pour tenter d'éradiquer une population de fourmis électriques qui s'est implantée dans une zone assez particulière, donc qui est très riche en biodiversité et qu'on voudrait absolument préserver. Alors pour l'éradiquer, malheureusement c'est très difficile. Il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été menées de par le monde avec très peu de réussite. Les seuls qui ont pu aboutir, ce sont les Australiens. Donc nous, on va essayer d'adapter leur protocole aux conditions particulières du parc de la Rivière Bleue. Et donc en fait, ce protocole consiste d'abord à bien délimiter cette population de fourmis et ensuite donc, de traiter cette fourmi avec des appâts qui contiennent une molécule toxique donc, qui va soit tuer les fourmis, soit les empêcher de se reproduire. Et donc petit à petit, la population va péricliter comme ça et va être amenée à disparaître. Mais donc c'est un travail d'assez longue haleine qui va demander donc, plusieurs séries d'épandages d'appâts empoisonnés et ensuite la mise en place d'une surveillance très stricte de ces populations pour voir si donc, toutes les fourmis ont été éliminées. Pheidole megacéphala, Solenopsis geminata, Anopolepsis gracilipes. Ces noms ne vous disent rien, et pourtant, on retrouve ces 3 espèces envahissantes partout sur le caillou. Pourquoi se sont-elles autant développées chez nous? De quelle dégradation sont-elles responsables? C'est ce que nous explique Hervé Jourdan. Aujourd'hui, les fourmis, c'est à peu près 14 000 espèces décrites ou en cours de description. Parmi ces 14 000, on sait qu'il y en a un cortège de 200 qui ont été déplacés au cours des siècles derniers par l'activité humaine, et plus particulièrement au cours du dernier siècle. Et parmi ces 200, en fait, on considère aujourd'hui qu'il y en a 15, voire 18 qui sont un peu problématiques, qui ont des conséquences assez importantes sur l'environnement. Et parmi ces 15-18, il y en a 6 qu'on appelle les super invasives, les invasives, qui sont, elles, caractérisées par un impact très important. Et bien sûr, ces 6-là, on en a 4 qui sont présentes en Calédonie. En fait, la plus pénible en Nouvelle-Calédonie, celle qui a le plus de conséquences, c'est Vasmania oropunctata, qu'on appelle la petite fourmi la fourmi électrique ou petite fourmi de feu. Ensuite, on a Pheidole megacéphala, qu'on appelle ici la fourmi noire à grosse tête. Ensuite, on a Solenopsis geminata, qui est en fait une fourmi de feu, la fourmi tropicale de feu, et puis une 4e espèce qu'on appelle Anoploepis gracilipes et qu'on appelle la fourmi folle jaune, et qui est la 4e plus pénible enregistrée en Nouvelle-Calédonie. Alors effectivement, ce qui est important pour ces espèces-là, quand on parle de super invasives, sont des fourmis qui vont avoir des impacts qui sont très diversifiés, très importants, et notamment dans l'environnement, sur la biodiversité. Alors ces impacts, ils sont à plusieurs niveaux. D'abord, un impact direct sur les communautés de fourmis, donc ces fourmis vont avoir la capacité à saturer le milieu et éliminer les autres fourmis, et puis aussi elles vont avoir une action de prédation sur un certain nombre d'autres groupes, notamment d'insectes, ou d'araignées. Donc elles vont faire disparaître un certain nombre d'autres composantes des faunes d'insectes des forêts. Et puis ça va avoir des effets en cascade sur les prédateurs, donc les espèces qui mangeaient ces petits insectes, mais également ces fourmis qui dominent tellement le système vont aussi avoir des interactions avec ces prédateurs. On pense à des petits lézards ou même éventuellement avec des oiseaux. Donc il va y avoir un peu des interactions qui vont pouvoir aussi être négatives directes. Et puis surtout, on peut avoir aussi quelque chose de plus discret, notamment vis-à-vis de la flore, parce que ce sont des fourmis qui sont très opportunistes dans les ressources qu'elles utilisent, et notamment elles sont capables d'utiliser les nectars produits par les fleurs, et on imagine très bien que des fourmis qui vont visiter des fleurs
vont enlever ce nectar, mais ce nectar, c'est un peu lui qui va attirer le pollinisateur d'un certain nombre des fleurs. Et donc si la fourmi passe d'abord, elle va retirer, elle va voler le nectar, et le pollinisateur ne passera pas. Donc on peut imaginer que ça peut avoir une conséquence sur la reproduction des plantes. On peut aussi avoir une autre conséquence à certains moments de l'année. On sait qu'un certain nombre de ces fourmis sont capables de consommer des graines. Donc s'il y a beaucoup de graines dans le milieu, elles vont pouvoir retirer ces graines. Donc en fait, on va avoir aussi une moindre dispersion d'un certain nombre de plantes. Et ça, au final, au fil du temps, on va pouvoir avoir peut-être une transformation de l'environnement. Ici, on peut faire une petite expérience par rapport à ce caractère très agressif de ces fourmis. Voilà, par exemple, si on simule un peu le dérangement du nid, donc un peu gratter ici un peu à la surface, et on voit tout de suite toutes les ouvrières qui se précipitent là et qui sont là à attaquer, prêtes à défendre la colonie. Donc vraiment, fourmis très très agressives. En fait, la faune réagit beaucoup plus vite que la flore, mais on peut imaginer que à moyen long terme, on peut avoir des conséquences graves sur la physionomie des formations végétales, sachant aussi que chacune de ces espèces a un impact en général du même ordre, mais en fait elles n'ont pas les mêmes préférences d'habitat, donc chacune d'elles va avoir un impact qui peut être très important dans un certain type d'habitat, dans un certain type de conditions. Et en fait c'est ça que nous on étudie, c'est voir comment chacune de ces espèces fonctionne, quels sont les types d'interactions qu'elles entretiennent avec toutes les composantes de l'écosystème, et essayer de comprendre éventuellement aussi si elles-mêmes n'ont pas des synergies, parce que parfois elles vont rentrer en cohabitation, et c'est ça aussi qui est paradoxal. Et là, on voit des situations où on peut avoir plusieurs espèces super envahissantes ensemble. Et finalement, est-ce que c'est des situations qui sont transitoires, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va prendre le dessus sur les autres, ou est-ce qu'elles ne vont pas avoir des effets cumulés les unes ensemble sur l'ensemble de l'écosystème, puisque chacune a sa spécificité. Donc voilà, c'est des questions. Mais en tout cas, on sait que ce sont des espèces qui vont avoir des connaissances dramatiques sur le maintien de la biodiversité. Qui dit grillon dit fourmi. Vous devez vous demander pourquoi. Eh bien, je vous propose que l'on aille retrouver Jérémy Anso dans la forêt de Mouillerange. Vous allez voir que les chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, sont en train de développer une nouvelle méthode pour étudier les fourmis. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je vous laisse découvrir ça en images. Je travaille sur les communautés de grillons dans le sud de la Grande Terre et on fait leur étude au travers des échantillonnages taxonomiques des communautés et aussi acoustiques parce que les grillons en Acadie ont la particularité de chanter dans le milieu. Là en ce moment on s'est mis dans le col de la Mouillerange, dans le col de Mouillerange dans le sud. Donc c'est un des sites qu'on a dans notre étude sélectionné pour faire un inventaire de la biodiversité des communautés de grillons. Les parcelles qu'on a choisies, c'est des parcelles de 10 mètres sur 10 mètres, donc de 100 mètres carrés. Et ensuite, on va aller visiter ces parcelles de jour et de nuit pour rechercher les grillons. Donc on va les rechercher à vue et à l'oreille, parce que les grillons ils peuvent chanter. On va tous les collecter et ensuite on les ramène au laboratoire. Et là, au laboratoire, on fait un travail d'identification au niveau taxonomique, c'est-à-dire qu'on va identifier toutes nos espèces et on définit comme ça notre communauté de grillons à l'échelle au niveau taxonomique. Donc ça passe d'abord par une phase d'écoute et de recherche, donc ça peut être le plus long pour essayer de trouver le spécimen. Puis dès qu'on l'a repéré, là il y en a quelques-uns qui sont en train de chanter par là, il faut se rapprocher progressivement du mâle en train de chanter pour l'enregistrer. Alors au niveau acoustique, déjà c'est que chez les grillons, ce sont que les mâles adultes qui peuvent chanter parce que ce sont eux qui ont un appareil stridulatoire, comme on dit, donc ils ont une paire d'élytres qu'ils frottent et qui émettent le chant. Et au niveau justement pour les enregistrer, donc au niveau acoustique, moi ce que je fais c'est j'ai un enregistreur de terrain, j'ai un micro et on se déplace sur le terrain, on va sur nos parcelles d'études, on se déplace à côté et là on repère les chants des grillons à l'oreille. Et on l'enregistre pendant 5 minutes chanter. Donc on a fait l'échelle taxonomique, ensuite on est allé au niveau acoustique, nos espèces qui peuvent chanter. Et ensuite, on se place dans une autre échelle d'analyse. Donc, on augmente en fait notre échelle d'écoute. C'est la méta-acoustique. Donc là, on écoute l'ensemble des émissions sonores de toutes les espèces qui sont présentes dans nos communautés.
avec ces boîtiers-là qu'on va enregistrer tous les ambiances sonores de nos forêts en Nouvelle-Calédonie, et notamment les grillons qui représentent vraiment, de par leur intensité et leur nombre, vraiment le cœur. C'est eux qui représentent toute l'ambiance sonore, principalement de la Nouvelle-Calédonie, de nos forêts. Et le lien justement entre cette étude, donc sur les grillons et en méta-acoustique avec les fourmis, ça va être la comparaison de nos milieux, de nos ambiances sonores, de nos activités acoustiques, entre nos milieux envahis, perturbés, et les milieux qui ne sont pas perturbés. Donc ça va être ça le lien avec les espèces envahissantes et les grillons. Et là où ça devient intéressant dans cette étude, c'est qu'on utilise ce concept de méta-acoustique qui est très récent, qui est complètement innovant et qui a la particularité d'être non invasif. Donc il n'y a aucune perturbation du milieu. On ne fait que recueillir un son, un fichier. Donc il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'action de l'homme dans cette étude en tout cas. Quand on parle de perturbation, nous dans notre étude, on se réfère à on a choisi deux pressions en fait, deux forces. Donc la première c'est les fourmis envahissantes. Donc on s'est principalement focalisé sur la fourmi électrique, donc Vasmania opunctata. Et on a aussi la pression en fait, de l'environnement, donc la dégradation des habitats. Et c'est pour ça qu'on s'est placé dans une succession forestière. On s'est placé en forêt, en maquis paraforestier et en maquis arbustif. Les maquis miniers qui correspondent à la zone la formation végétale la plus dégradée dans le sud de la Grande Terre. Ouais, il a vraiment des un- fréquences aussi hautes, c'est quoi sa fréquence de il a vraiment, d'émission de chant? il a vraiment il met vraiment super rapidement. Il fait 1000 syllabes en 30 secondes. J'ai jamais vu. Enfin, jusqu'à présent, dans tous les chants que j'ai vus, j'ai jamais vu une vitesse aussi rapide. On pourrait même. Donc là, on est dans notre laboratoire de notre équipe au centre IRD de Nouméa. C'est là où on va réaliser toutes nos études post-terrain, donc sur la taxonomie, l'acoustique et la méta-acoustique de nos grillons. Et avec ces trois niveaux-là, on va faire des comparaisons en fait, entre nos sites. Donc on va tester, le premier effet qu'on regarde, c'est l'effet de la succession forestière, mais on regarde aussi l'effet des fourmis envahissantes sur nos communautés. Donc on va comparer des zones indemnes, où il n'y a pas de fourmis envahissantes, il n'y a que des fourmis natives, avec des sites où il y a des fourmis envahissantes. Par exemple, la fourmi électrique, Vasmania opunctata. Et là, on va comparer au niveau taxonomique, donc on va regarder les différences. Est-ce qu'on a moins d'espèces, plus d'espèces? Est-ce qu'on a plus d'adultes ou plus de juvéniles dans les milieux indemnes que dans les milieux envahis? Est-ce qu'au niveau méta-acoustique, la complexité sonore est plus faible? C'est-à-dire qu'on part du postulat que le milieu est perturbé, que les fourmis perturbent le milieu, donc elles vont diminuer la biodiversité de nos parcelles, donc mécaniquement ça va diminuer l'activité acoustique. Si on a moins d'espèces qui chantent dans nos parcelles, on va le retrouver dans nos enregistrements et c'est ce que montrent nos résultats actuellement. Donc on arrive simplement à montrer la présence de la fourmi électrique simplement en écoutant les forêts, simplement en analysant le bruit, en analysant la complexité de ce signal, on arrive à déterminer que là on est en présence de la fourmi électrique et que dans cette forêt-là, il n'y a pas de fourmi électrique, on est dans un milieu indemne. Le problème avec les fourmis envahissantes, et donc pour comprendre un peu ces interactions complexes et qui sont importantes pour la gestion du patrimoine et de la biodiversité calédonienne, avec les grillons, cette méthode nous permet d'avoir une nouvelle approche et une nouvelle compréhension en fait, des interactions qui peuvent avoir les fourmis, notamment les fourmis envahissantes, avec le milieu qu'elles impactent. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on réalise une étude d'impact sur les grillons par rapport à la présence des fourmis envahissantes. Donc cette donnée-là, déjà, elle est nouvelle, complètement nouvelle, on ne l'a jamais bien regardée. Et au niveau acoustique, on se rend compte qu'on peut tenter de développer maintenant des protocoles automatiques qui nous permettront peut-être à l'avenir de détecter rapidement la présence d'une espèce envahissante et donc de pouvoir réagir en conséquence, d'alerter les autorités compétentes, les autorités sanitaires. Donc ça peut être vraiment un outil de détection avant-gardiste, innovateur, non invasif et peu coûteux par rapport aux méthodes classiques pour étayer
notre spectre d'armes pour lutter contre les espèces envahissantes. Et on comprend mieux qu'ils soient capables de faire une telle fréquence d'émission de son. Hein. Alors sur nos résultats actuels, il faut rester très vigilant et prudent quant à l'extrapolation et la généralisation qu'on peut en faire. On a réussi à démontrer avec nos analyses une différence d'activité acoustique en fonction de la présence de la fourmi électrique. Donc on a une différence statistique entre nos sites envahis et non envahis. Donc voilà, là, de ce point de vue-là, on est capable de dire avec nos analyses que dans ce milieu, la fourmi électrique, elle a réduit significativement l'activité acoustique de nos milieux. Donc potentiellement, et c'est ce qui est démontré par la recherche scientifique, qu'elle a impacté la communauté dans laquelle elle est arrivée. Donc elle a impacté négativement les communautés de nos forêts calédoniennes. Donc ça, c'est ce qu'on démontre actuellement avec nos résultats, mais il faut qu'on l'étaye, qu'on fasse de nouvelles analyses, qu'on fasse de nouveaux enregistrements et aussi qu'on change de modèle, donc qu'on passe sur d'autres fourmis envahissantes qui elles aussi impactent la biodiversité calédonienne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux vous faire comprendre le rôle des fourmis sur nos écosystèmes. En attendant, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous des coulisses de la science. Merci de votre fidélité et à bientôt!